Bonjour, je m'appelle Catherine Lemire. Vous écoutez Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Pas sorti du bois. Pour la première fois, on est à distance, donc je suis avec Catherine Lemire. Salut Catherine. Allô! Merci d'être là. Écoute, on vient de passer en zone orange à Québec, fait qu'on a décidé de faire ça de manière responsable. Puis ça me permet d'essayer ce concept-là, de le faire par Zoom. Mais je sais qu'avec le podcast, avec le concept, j'aurai l'occasion de le refaire avec d'autres. Fait que c'est avec toi que je casse la glace. On va voir comment ça se passe à distance. Ben oui, c'est le fun, hein? Donc, juste pour le rappel, Catherine, tu as remporté il y a quelques semaines l'Ultra Trail Arikana côté féminin avec un temps de 20h10, première place à Arikana. Félicitations. Merci. C'était assez inattendu, mais je suis bien contente. Tu partais pas la course avec cet objectif-là? Ça s'est présenté comme ça? Ben, je partais pas la course avec un objectif de position. Je partais vraiment avec une optique là, d'avoir du plaisir, d'avoir une belle première expérience de première plus longue distance. Fait que écoute, j'ai eu une course qui a été remplie de pépins, mais j'ai eu globalement une super belle course. Puis une très bonne position. Fait que c'était très bien. Ouais, c'est cool, félicitations pour ça. Tu t'inscris comme dans une lignée de femmes inspirantes qui remportent Arikana, donc tu as de la pression, non? Je vais essayer de pas m'en mettre trop. Oh, ben non, il faut pas. Ben avant d'aller plus loin, puis avant de parler de ton parcours, de ta course, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Aujourd'hui, je bois une bière du Noctem. Oh yes! Une microbrasserie là, qui est en basse ville de Québec, que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont des super beaux produits. Ça, c'est une petite IPA sûre aux pêches. Yes. C'est vraiment bon. Ben oui, ceux qui connaissent pas Noctem, si vous aimez les chats et la bonne bière, vous serez servis. Moi, j'étais avec microbrasserie Frontibus, une bière de la Gaspésie, une blonde, coriandre et miel. Donc, ben, cheers à toi, à ta victoire. Cheers! Merci! Donc, avant de parler de Arikana, de course, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à la course en sentier? Oui. Ce qui m'a mené à la course en sentier. Écoute, c'est une longue histoire. Ben, on a le temps. Oui, c'est ça, on a le temps. J'ai été dans le monde du sport pas mal toute ma vie. J'ai toujours été dans la nature. J'ai habité vraiment en retrait de la ville. Depuis tout jeune, j'ai toujours été habituée d'aller dans le bois. Donc, j'ai des souvenirs là, que j'ai 3 ans, je m'endors sur la tête de mon père en randonnée, puis il marchait des heures et des heures dans le bois. Fait qu'on a toujours vraiment été dans la forêt à marcher. Puis après ça, je me suis mis à faire du sport plus de compétition. Fait que j'ai été beaucoup dans le monde de la performance pendant plusieurs années. J'ai fait principalement là, du kayak de vitesse, puis j'ai aussi chevauché avec la natation de compétition là, quand même au niveau. Ce qui m'a mis à faire vraiment un beau parcours sportif et un beau bagage dans le monde du sport. Fait que c'est sûr que le sport, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Ça fait partie de moi. Je pourrais pas vivre sans. Puis qu'est-ce qui m'a mené vers la course? C'est lorsque j'ai arrêté le sport plus de haut niveau. Je pense que c'est une influence de mes parents, en fait. Mes parents font des marathons. C'est des vraiment bons athlètes. D'ailleurs, mon père a fait le 65 km à Arikana. Ah, c'est vrai? Oui, cette année. C'est donc cool, ça. Ouais, c'est sport de vraiment, famille. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Mes 2 parents sont marathoniens. Ma mère est vice-championne du monde master en marathon. OK, c'est une bonne génétique, en plus d'une passion. Famille, là. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est un petit peu là, par l'influence de mes parents que je me suis mis à courir. Puis la course de trail, ben ça réunit un peu la sensation que j'ai dans le bois, être dans la nature, être tout seul, vraiment avoir la paix. Puis la course qui me permet d'en faire partout. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes pour moi, pour m'épanouir là, dans la vie de tous les jours. J'ai la chance aussi d'avoir un copain qui fait beaucoup de courses en sentier aussi. OK. Fait que c'est sûr que ça nous fait une belle activité de couple. Nous, partir les fins de semaine, on fait
juste aller courir à 25 heureux. C'est vraiment merveilleux. Ah, ben c'est le fun, ça. Fait que ton père a fait Arikana, toi aussi? Oui, mon père a fait Arikana. D'ailleurs, je tiens vraiment à le souligner parce que je le trouve incroyable d'avoir fait ça. À 67 ans, il a fait le 65 km d'Arikana. Impressionnant. J'en reviens pas. Je trouve ça incroyable. Est-ce que c'était sa première course en sentier? Parce que tu dis qu'il y a un background de marathon, mais est-ce que c'était son baptême de trail? Non, il a fait le 42 km l'an passé à Arikana. OK. Il a fait la trail du Sentier des Caps il y a peut-être une quinzaine d'années. Là, quand la trail, c'était vraiment encore plus sur la map. Hein. Fait que oui, puis lui aussi a toujours été vraiment dans le bois. C'est un homme de bois. Là. OK. Fait qu'il y avait un bon background de bois pour faire la trail. Il y avait le background de coureur. C'est ça. Puis... Oui, exact. Ouais. Sa course s'est bien passée? Oui, somme toute, là, parce qu'il y a un emploi assez exigeant aussi. Fait qu'il n'y a pas exactement tout le volume de courses qu'il aimerait faire. Puis c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire en compétition. Hein. Puis est-ce que de voir sa fille prendre la première place sur le 125, ça lui a donné le goût d'augmenter les distances un peu? Je pense que 65, c'était très bien pour lui. Puis on rappelle 67 ans, 65 km, oui, c'est très impressionnant. On souhaite d'être à ce niveau-là, à cet âge-là. Oui, non, c'est vraiment des beaux exemples que j'ai vraiment. Je suis très chanceuse. Hein. Ah, ben c'est cool. Puis parle-moi un peu de ta course, comment ça s'est passé, comment tu te sentais à la ligne de départ plutôt, à 2h du matin à la ZEC des Martres? Oui, je me sentais vraiment fébrile, j'avais hâte de courir. Le 125 d'Arikana pour moi, c'était un peu... ça fait plusieurs années que je veux le faire. Puis l'an passé, en terminant le 65, le lendemain ou le surlendemain, je pense que je me suis inscrite. Fait que ça fait vraiment 1 an que j'y pense. C'était vraiment mon objectif. J'avais vraiment hâte. Fait que je me sentais super fébrile à partir. J'étais vraiment contente de partir. Vu que j'étais dans les têtes d'affiche, j'ai pu partir dans les premières vagues. Okay. J'étais vraiment contente de pouvoir être bien positionnée pour ne pas être pris dans le train, nous faire rendu plus dans les single tracks. Fait que je trouvais que c'était vraiment un bel avantage. Fait que tu étais sur la première vague élite de femmes. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je suis partie dans la première vague. Puis comment s'est passé ça? Je me sentais vraiment sereine. Ouais, j'étais pas stressée, j'étais juste vraiment bien. Oui. C'est ça que moi, j'avais mon père qui faisait le crew avec ma famille, puis quand il est venu me reconduire, il me dit « T'es-tu stressé? » Puis tout, puis j'ai le feeling qu'il est rendu là, tout est fait. Tu sais, le build-up d'entraînement, tu sais, je veux dire, se rendre le jour de la course, c'est ça qui est le plus dur. Tu sais, rendu sur place, il reste juste à courir pendant 15 minutes. Il reste juste à avoir du plaisir. Oui, c'est ça. Oui. Le plus dur est fait. Le cadran a sonné. C'est toujours le stress avant une course. Même, il va-tu sonner? OK, il a sonné. On s'est rendu jusqu'à la ligne de départ. Ben, rendu là, il reste juste à faire ce pourquoi on court depuis 6 mois, 1 an, peu importe depuis combien de temps on le prépare. Il faut juste mettre un pied devant l'autre rendu là. C'est pas compliqué. Exact. C'est le plus facile. Fait que tu dis tantôt que tu as eu quelques pépins en cours de route pendant ta course. Parle-moi un peu, on peut juste partir de A jusqu'à Z puis nous parler un peu comment s'est passée cette course-là pour toi, du moment que tu es parti de la ZEC des Martres jusqu'à 20h10 et 13 secondes plus tard à la ligne d'arrivée au Mont-Royal. Oui. Je voulais partir sans aller trop lentement non plus. Fait que je pense que c'est toute la première boucle, là, ça allait vraiment bien. J'ai monté le mont du Lac-à-l'Empêche et du Four à un rythme qui était vraiment idéal pour moi, je pense. Puis après le premier ravito, je me suis dit, OK, comme calme-toi, là, il en reste encore 110 km. Puis je me suis beaucoup ralentie dans ce moment-là. Puis avec le recul, je pense que je me suis trop ralentie. Ah ouais? Bref, je pense que oui. Parce que pour vrai, j'allais vraiment pas assez vite. Je me retenais vraiment beaucoup. Mais c'est correct, c'est une première course, c'est une première expérience, puis je voulais pas... C'est ça, je voulais pas casser, mettons, à 60 kilos puis être capable de le faire. Fait que je suis allée à un rythme que je savais, moi, que je pouvais suivre. Ah, puis des fois, c'est difficile de se gager sur une aussi longue distance quand tu dis que c'était ta première fois sur cette distance-là. Ta plus longue distance de course avant, c'était 65? J'ai fait un 80 tout seul au mois de juillet pour remplacer le Méga Trail. OK. Fait que tu avais un build-up du Méga Trail 80 jusqu'à Arikana. OK. Ça reste qu'en mode course ou juste en mode on part, tu sais, l'entraînement, c'est une chose, mais des fois, on part en course, puis quand
je suppose que l'an prochain, tu refais le 125, mais tu sais comment te pacer, tu sais qu'il y a le split un peu visé. Oui. Là, c'est un peu l'inconnu, j'ai Ouais. l'impression. Oui. Oui, puis honnêtement, j'avais pas tant regardé comme mes temps de passage et tout parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de temps de passage, puis aussi en termes de difficulté, tu sais, des fois selon les temps de passage. Pas comme une course de route, tu peux te dire, ben là, aujourd'hui, je fais 3 heures sur mon marathon, fait qu'il faut que je passe là, là, là. Je pense que ça va être plus facile à gérer un petit peu pour l'an prochain, mais même à ça, je veux pas mettre trop de pression pour l'an prochain. Puis quand je me mets à réfléchir, je réfléchis beaucoup trop. Je vais essayer de pas faire ça. Non, puis tu sais, ça me fait penser un Bref, peu à l'histoire de Guillaume qui me racontait à l'épisode 1 que justement, lui, l'an passé, en 2019, avait un peu causé une surprise. Puis en partant avec une attitude de ben, je vais faire le mieux que je peux, puis je vais suivre le pack s'il faut et tout. Puis finalement, ben, ça lui a donné une victoire, un peu comme toi, ça t'a donné une victoire. Puis cette année, ben, il arrivait avec des temps de passage où il avait un peu plus réfléchi, même s'il visait simplement de refaire le temps de l'année dernière. Ça reste que quand tu as quelque chose en tête, puis comme tu dis, quand on y pense beaucoup, puis là, il reste 1 an d'ici Arikana 2021. Fait que si tu crois le refaire, ben ça reste que là, tu as un référent, puis ça peut mettre une petite pression ou simplement donner un objectif pour l'an prochain. Oui, absolument. C'est beaucoup une façon de voir les choses aussi, puis ça peut varier. Il y a tellement de temps d'ici là qu'il y a beaucoup de façons de voir les choses qui peuvent se changer. Mais bref, je ne vais pas me mettre trop de pression pour l'an prochain. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Je suis arrivée au Mont des Morios. La montée, ça a super bien été. La descente aussi. Après 40 kilos, je me suis mis à avoir une blessure qui est ressortie au genou. Fait qu'en l'espace de 1 kilomètre, je sentais rien. J'avais de la misère à courir une coupe de pas de suite. Ah ouais, OK. Une blessure qui t'avait déjà eue? Oui, c'est une blessure, dans le fond, qui est récidivante, mais ça faisait quand même 6 mois là, que ça allait vraiment bien. Fait que je m'y attendais pas du tout. Fait que ça a été... j'ai power hiké pendant quasiment 25 km après ça. OK. À quel endroit exactement? À partir de quel kilomètre? Entre la Chouette, un peu après la Chouette, jusqu'au Coyote. OK, quand même. Fait que, ouais, puis tu sais, c'est vraiment des portions roulantes, puis des portions en descente. Puis moi, je suis quand même vraiment bonne en descente, là. C'est ta force. Ma force. Fait que t'aurais voulu dérouler à ce moment-là. Ça allait vraiment pas vite. Puis qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que tu te dis, bon, ben ma course est finie, ça va juste empirer? Ou comment tu as vécu ce premier pépin-là? Ça a été quand même assez éprouvant parce que, ben, je l'ai pas dit encore, mais toute la première partie, j'ai eu vraiment des problèmes de transit. Fait que ça me donnait vraiment la nausée, comme c'était juste pas bien, là. Fait que là, c'était comme, OK, genre, je file pas, j'ai vraiment mal aux genoux. Fait qu'il fallait que je me parle beaucoup, vraiment beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est une de mes fiertés d'avoir vraiment passé à travers ça. Je suis arrivée aux Hautes-Gorges après, puis là, j'avais ma sœur. Ma sœur qui, d'ailleurs, fait pas beaucoup de courses à pied, mais est toujours là pour nous. Ouais. Elle vient toujours à nos courses, elle nous prépare des choses. Elle fait pas de course, mais elle fait partie intégrante de la course. Ben, c'est ça, les crews, exactement. Ils font partie de la course, puis ils ont leur rôle au même titre que le coureur. Puis c'est un sport individuel qui se gagne pas seul, tu sais. Non, c'est vraiment un sport d'équipe rendu là. Fait que, bref, ma soeur était là, ma mère était là, mes beaux-parents aussi qui étaient là pour mon chum qui courait aussi 125. OK. J'ai des amis aussi qui étaient là pour d'autres coureurs. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de les voir. Ça m'a redonné un peu un sourire. Puis... Parce que pour vrai, j'ai quand même pensé abandonner. Ah ouais? Oui, mais c'est vraiment... Je pense pas que j'aurais été game d'abandonner. Je me disais, tu sais, je vais le finir. Je vais le finir en rampant, je vais le finir ses genoux. Je voulais pas abandonner. Mais j'y pensais quand même. Ben, c'est sûr que quand physiquement tu files pas, tu te dis là, je suis au midpoint. Tu sais, oui, le plus gros du dénivelé est fait, mais il en reste encore beaucoup pour le dernier 62 km. Hein. Oui. Fait qu'honnêtement, je me préparais à ce que la deuxième partie me prenne une quinzaine d'heures. Je vais le faire en marchant au pire, ça va être correct. Puis là, il fallait que je parle un peu à mon ego aussi, là, on s'entend. Mais fait que finalement, je suis repartie des Hautes-Gorges et j'ai continué en marchant. Puis, pas longtemps avant le Jet Bleu, j'ai croisé une équipe médicale qui m'ont vu que ça allait pas vraiment. Ils sont arrêtés. Ils ont vraiment bien pris soin de moi. Pour vrai, cette équipe-là a sauvé ma course. On a pris le temps, on a pris quasiment une demi-heure. Là, on s'est arrêté, fait des étirements. Puis juste les mots que les gens ont des fois pour donner des instructions, donner des petits trucs à penser pendant la course.
ça a changé totalement ma course. Ah ouais. Pour vrai, je suis tellement reconnaissante. J'aurais, à cette étape-là, comme quelques 100 mètres avant, je me disais, je vais peut-être abandonner au jet bleu. Parce que c'est beau être blessé, mais c'est pas le fun non plus d'être sur le carreau trop longtemps après. Puis c'est des erreurs que j'ai faites quand même dans le passé aussi, que je voulais pas répéter. Puis on sait Bref, l'impact que ça je peut les ai avoir. croisés. Oui, c'est ça. Bref, je les ai croisés. Ça a vraiment changé ma course. Et à ce moment-là, je me suis fait rattraper par la troisième. OK. Fait qu'à ce moment-là, t'es passé au Haute-Gorge, t'étais deuxième? Oui, oui. Même si j'avais couru, si j'avais quand même marché beaucoup, là. Puis là, ben, j'étais OK, bon, ben, c'est correct. C'est correct. Tu sais, rendu là, pour vrai, j'étais juste en optique, ben, je vais finir ma course. Je vais la marcher, c'est correct. Comme je t'ai dit, ça m'a vraiment aidé là, de prendre cette pause-là avec l'équipe médicale. Fait que je suis repartie en trottinant, marchant jusqu'au Coyote. Qui est quand même une bonne ride, là, entre le jet bleu et le Coyote, c'est Oui, 16 ouais. km. Sauf que pas longtemps après le jet bleu, je me suis mis à avoir vraiment très mal à un pied. Vraiment très, 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 très mal à un pied. Fait que là, j'avais mal au genou d'un côté, j'avais vraiment mal à un pied de l'autre côté. Fait que je me suis parlé. Puis je me suis parlé. Puis je me suis parlé. Environ à chaque 2 pas, je me parlais. Ça a été de la grosse gestion de douleur, honnêtement. Une grosse discussion avec toi-même. Oui, vraiment, ça a été vraiment difficile à ce niveau-là, mais justement, j'étais vraiment contente d'être encore assez forte mentalement, d'être capable de me parler. Mm-hmm. Puis là, éventuellement, ben, j'ai croisé la première. OK. En fait, ben, dans le fond, j'ai fait un petit bout là, avec la troisième suite à l'équipe médicale. Là, excuse-moi, je reviens en arrière. Puis là, je l'ai dépassée. OK. Puis après ça, mon objectif, c'était qu'elle ne me rattrape pas parce que, bon, en tout cas, je vais essayer de coursiner un peu, je vais marcher. En tout cas, je voulais pas me faire rattraper. Puis j'ai rattrapé la première qui est à 33 km de la fin. OK. Puis c'est ça, elle allait vraiment pas bien. Ben, je veux dire, elle était correcte, là, mais comme elle filait pas, fait qu'elle était comme, je vais prendre une petite pause, puis je vais évaluer la situation. Fait que bon, OK. Pour vrai, j'étais vraiment triste pour elle. Je trouve que c'est vraiment dommage. Tu sais, sa course, ça devait bien aller, là. Elle était quand même beaucoup en avance, puis j'ai manqué ma cire à côté d'elle pour rester avec elle, mais bon, elle était correcte. Je continue. Ça m'a vraiment donné quand même un kick, là. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais encore beaucoup mal à mes blessures. Mais ça m'a vraiment donné un kick. Puis là, j'ai quand même réussi à courir plus, puis à aller plus vite, puis finir fort. Je trouvais ça incroyable de voir à quel point les hormones peuvent jouer dans une course. Fait que finalement, j'ai fini vraiment fort. Là, je voulais tellement pas me faire rattraper par les filles. Puis je me disais que c'est la première à reprendre la force. Là. Ouais, c'est ça. Là, elle me passe. Là. Je me dépêchais. Je me dépêchais tellement. Puis jusqu'à la fin, là, je suis OK, je peux pas sortir mon manteau de mon sac parce qu'imagine-tu qu'il est à genre 1 minute derrière parce que tu le sais pas. Là. Ben, c'est ça. C'est une course qui, en plus, les ravitaux sont distancés. Mm-hmm. Puis, ben, c'est une course au Québec, je veux dire, à l'UTMB, je pense que les gens savent à combien de minutes le deuxième est derrière parce qu'il y a des hélicoptères. Mais là, c'est un autre niveau. On est très profond dans le bois, puis faut juste suivre, puis se faire confiance. Est-ce que tu courais tout le temps en te retournant puis en regardant derrière? Ou... Non, pas tant que ça parce que je voulais quand même faire mes choses aussi, là. Mais je souhaitais, disons, pas me faire rattraper, puis j'y allais pas tranquillement. Là. Non, c'est ça. Puis les douleurs, est-ce que tu les sens encore ou à un moment donné, il y a comme une switch qui s'est faite puis tu ne sentais plus rien? C'était moins pire. Ça a quand même, c'est ça, les hormones qui embarquent et tout. Ça me masquait. Il fallait que je me parle encore beaucoup, mais j'étais vraiment, à ce moment-là, plus focusée sur la première position que sur mon corps. Puis ça m'a quand même aidé à gérer la douleur pas mal. Fait que ça aurait été le fun que je sois dès le début. Pardon, je pense que ça l'a coupé un peu.
Et ça leur a été le fun que je sois première dès le début. Ça leur a aidé à gérer mes douleurs. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que c'est ça, je suis arrivée à la Montagne Noire, puis je voulais pas encore croire que j'étais première, parce que c'est ça, on sait jamais s'ils sont loin ou non. Fait que là, je me dépêchais, puis pour vrai, là, jusqu'à la dernière petite bulle, j'étais genre, je peux pas croire que je suis première, je peux pas croire que je suis première. Puis là, c'est ça, j'ai tourné le petit coin là, avant qu'on descende la petite côte pour terminer, puis j'étais genre, oh my God, je suis première! Ils t'attendent avec la banderole, puis... Oui, puis tu sais, ils crient ton nom parce qu'ils savent que t'es première. Puis je savais que ma famille était là. Puis ma mère, donc fière. Puis c'était vraiment un beau moment de finir première au 125 d'Aricana. Après, quand même, les bons petits pépins que j'ai eus, puis comme toute la gestion de ma tête et de mon corps. Ben oui. C'est vraiment... Ça prouve que des fois, c'est pas parce qu'on termine première, c'est pas parce qu'on a une course qui semble parfaite en apparence. Je veux dire, tu t'attends à ce que la première personne te dise « Ah, ça a été parfait, journée idéale. » Puis au contraire, on t'écoute, puis t'as vécu plein de pépins. Puis c'est encourageant de se dire que même quand on termine première, il y a des moments très difficiles, puis t'as vécu une panoplie de pépins. Oui. Puis c'est ça. Mais tu sais, je pense que peu importe que tu finis premier ou dernier, finir une course... D'autant plus quand elle est longue et elle est comme remplie d'obstacles, ça apporte quelque chose qui est tellement satisfaisant. C'est quasiment ça, tu sais, quand tu parles aux gens, je pense que c'est ça, qu'il y a l'exploit physique, c'est une chose, tu sais. Mais je pense que les gens réalisent pas, en tout cas ceux qui sont plus néophytes à la course en sentier ou les ultras, c'est qu'il y a une portion mentale qui est énorme. Tu sais, quand on entend parler des coureurs de route du marathon, mettons, en trail dans un ultra de 100, 125, peu importe la distance, c'est pas un mur, c'est un mur, c'est une muraille de Chine au grand complet, ou c'est 4-5 moments creux que tu passes de l'euphorie, hey, ça va bien, il n'y a plus rien qui avance, puis tu sais, ta course le pro, c'est une espèce de montagne russe d'émotions que tu as vécu entre tout va bien, je ralentis pour être plus conservatrice parce que je vais trop vite, il y a une douleur qui revient, puis mais ça prouve que justement ça prend une force mentale, puis que pour remporter une course de cette distance-là, ben ça prend du mental. Oui, c'est ça. Puis tu sais, peu importe ton niveau, peu importe ta position, tout le monde a des obstacles. C'est inévitable, je pense, dans une course comme ça. C'est très rare que tout va se dérouler, puis c'est souvent dans ces temps-là que tu apprends plus, justement. Exactement. C'est que toi, en ce moment, tu sais que peu importe les courses que tu vas faire dans le futur, peu importe si tu es en première position ou si tu es plus loin, tu sais que tu peux passer à travers des creux qui sont assez profonds. Tu sais, comme tu disais tantôt, tu as des douleurs physiques, mais des fois aussi, quand la digestion embarque là-dedans, puis tu as un mal de cœur, tu as des chaleurs, tu as froid, ça aussi, ça joue sur le moral puis sur la performance physique, mais c'est comme auto-prouvé, puis j'espère que tu trouves à tous ceux qui vont écouter cet épisode-là que même quand ça va très, très mal, ben des fois, ça peut bien finir quand même. Oui, non, tu sais, le corps est fait tough, vraiment plus tough que bien des gens pensent, on peut toujours se surprendre. C'est d'y croire, c'est de continuer dans les limites de ce qui est humain et santé. Là. C'est pas comme si courir les 125 km c'était santé. Mais tant que ça nuit pas trop à ta santé, c'est vrai. On est bien préparé, disons. Oui. Non, puis tu sais, Jeff Cochon en parlait, tu sais, Jeff qui partait favori comme n'importe quelle ligne de départ où Monsieur Cochon est. Ça reste qu'il y a eu une course un peu plus difficile, tu sais, puis il a quand même fait un top 10, mais il a dit de quoi de super intéressant, puis je l'ai mis sur Facebook dans sa citation, mais il disait quand il n'y a pas de raison d'arrêter, quand il n'y a pas de bonne raison valable d'arrêter, que ce soit une blessure ou une situation physique dangereuse, une hypothermie, peu importe, ben pourquoi arrêter? Si tu n'as pas de raison d'arrêter, ben arrête pas. Cherche-toi-en pas. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne leçon pour n'importe quel coureur, peu importe le niveau. On en voit tous, là, je veux dire, à chaque année, il y a des coureurs élites, puis moi, j'aime bien ça, suivre la course de trail, puis de voir les coureurs élites partir, puis de suivre ça comme les gens suivent le hockey puis le football. Moi, c'est la course en sentier, puis de voir des courses que, aïe, cette personne-là partait favorite, termine 30e, ben c'est pas grave, ça fait partie de ça, puis c'est ce qui est intéressant de la course en sentier. Oui, c'est
impressionnant parce que justement, il y a tellement de choses qui peuvent se produire que tout est possible. Il y a tellement de Puis, variables et de choses qui entrent en jeu. Là. oui, ouais, c'est pas ce qui est marqué sur le papier avant la course qui peut prédire ce qui va se passer. Là. Je pense que c'est le même dans n'importe quel sport, mais on dirait qu'en course en santé, sur des courses qui se gagnent en 14-15 heures, tu sais, 20 heures, ben c'est un autre niveau. Tu sais, c'est que le nombre de variables qui peuvent mal aller dans une course de 20 heures, ben il y en a beaucoup. Tu sais. Oui, c'est quand même exponentiel. Exactement. Oui, tu sais, il y a des sports où c'est tellement tout est calculé. Tu penses, ben, mettons, moi, j'ai les références en tête, le kayak, natation, c'est des sports où tu sais que sur ton 200 mètres, tu vas faire tel coup de bras, tout est planifié. Fait que, oui, il y a une marge d'erreur, mais pas mal moins. Non, exactement. Puis c'est ça, la durée de la course fait que le nombre de pépins, comme tu disais, est exponentiel. Puis il faut savoir s'en ressortir, puis faire comme toi, puis mordre des fois l'image de mordre dans une serviette, faire OK, là, je me relève, puis j'y vais. Faut bien mordre. C'est ça. On m'a dit quelques fois pendant cette course-là. Oui. Puis parle-moi un peu le sentiment quand justement ce que tu dis que tu savais que tu étais première, puis tu as eu des ailes vers la fin de la course. Tu sais, on rappelle, tantôt tu parlais du ravito Montagne Noire, c'est la dernière station d'aide avant la descente jusqu'à l'arrivée. Il reste 7-8 km, puis là, après ça, ben, tu tournes le coin, tu sors du centre de ski de fond, tu vois le Mont Grand Fond, tu vois l'ambiance pour cette année qui était plus modeste, mais ça reste qu'il y avait de l'ambiance à l'arrivée, la musique, tu vois la ligne d'arrivée, tu fais la petite montée qui monte avant de redescendre. Comment tu te sentais à ce moment-là? Vraiment historique. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à croire que j'étais première, en fait. Fait que ça m'a vraiment donné un beau feeling. Tu sais, moi, je cours pour le plaisir d'envie, mais je me suis quand même dit dans la vie, hey, j'aimerais ça gagner une course de trail une fois dans ma vie. Là, j'étais genre, voir que ça arrive là, maintenant. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Première d'avoir fini la course. Pour vrai, je pensais à mes parents qui devaient être tellement fiers. J'étais vraiment contente, oui, de le faire pour moi, mais de le faire pour eux aussi parce qu'ils étaient fiers de moi. Ben oui, exactement. C'est quand tu as une équipe de sport qui te suit comme ça toute la course puis qui voit les préparatifs de ça, qui prennent de leur temps, leur fin de semaine, même si c'est nos parents, toi aussi ton équipe de sport, tes parents, ça reste que tu te dis, ils ont pris de leur précieux temps pour venir ici, faut pas les décevoir, tu sais, puis tu peux... Moi, c'était une des choses, j'ai pas eu de moment où je me suis dit pendant la course, je vais abandonner, mais tu as des moments creux puis tu te dis, je peux pas me permettre, je peux pas leur faire ça, je veux dire, ils sont venus, ils ont pris leur temps de fin de semaine, ils sont pas montés au chalet, ils sont venus au Mont Grand Fond, passer la journée à suivre une course où tu peux à peu près pas voir les coureurs. Mais c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas nous voir avant. Hein. Non, c'est ça, surtout cette année. Il aurait pu nous voir une fois de plus. Normalement, il y a le ravito split où il y a les équipes de support au kilomètre 108 environ, mais là, c'était au 35 et au 61, puis après ça, on se revoit ce soir. Oui, c'est ça. Mais non, c'était vraiment le fun. Mes parents, ils sont pratiquement toujours là depuis que je suis tout jeune. Comme j'ai dit, j'ai toujours été dans le sport de haut niveau, puis mes parents étaient toujours là. Puis c'est quelque chose qui est tellement familial chez nous, le sport, qu'on dirait que je suis comme conditionnée à terminer une course, puis qu'ils soient là, puis c'est vraiment des belles émotions. Hein. Ça fait partie de l'expérience de traverser la ligne d'arrivée puis de les voir. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même ma mère, quand je la vois dans justement, quand il y a des équipes de soutien, des fois, quelques kilos avant, je suis genre, je vais voir maman, c'est faire une grosse colle. Puis c'est magique. Ça peut faire toute la différence d'une course. Tu l'as dit tantôt, on dirait que la combinaison de voir ta gang en haut-de-gorge puis voir l'équipe de support une quinzaine de minutes plus tard, en tout cas, entre les hauts-de-gorge et le jet bleu, qui est un 6 km, on dirait que ça a comme été ta bougie d'allumage pour repartir. Oui. Non, c'est vraiment magique de partager ces moments-là avec tes proches. Hein. Oui, parlant de tes proches, tu disais que ton père a fait le 65. Lui, rapidement, comment a été sa course? Écoute, il était tellement content de l'avoir fini. C'était vraiment un gros défi pour lui. Il est rendu ultra marathonien. C'est ça. C'était vraiment un gros défi pour lui. Comme je dis, son temps est quand même limité à ce qu'il peut mettre sur l'entraînement. Puis, c'est ça, il fait un gros travail. Il est souvent fatigué. Il court, puis ça le motive à courir. Mais il savait qu'il aurait aimé courir plus.
Mais il allait quand même, tu sais, je veux dire, c'est un monsieur intelligent, fait que s'il savait qu'il n'était pas capable de le faire, il ne l'aurait pas fait, mais c'était quand même un peu limite, mettons. Fait que juste le fait de le finir, il était vraiment content. Il a passé avant les cut-offs. Il n'était pas dernier. Puis je pense qu'il y a eu des bonnes sensations tout le long. C'est sûr que c'était un petit peu un défi, là. Il a trouvé que la montagne noire était particulièrement longue. Elle est tannante à la fin, hein, que ce soit la fin du 65 ou du 125. Elle n'est pas si pire quand t'as fait. Moi, j'avais fait le Arikana, le loup solitaire cet été, tu sais, le 28 qui avait balisé. Puis j'étais là, il me semble, dans ma tête du 65, que la montagne noire, ça se faisait bien. C'était pas, tu sais, il me semble que c'était rough. Là, t'es sur le 28, ça se fait tout seul. Tu te disais, ça monte-tu, cette montagne-là? Là, après 65, après 125, elle monte. C'est pas la même chose. Puis tu disais que ton chum était sur le 125 aussi? Oui, mon chum. Est-ce que c'était sa première 125. expérience aussi de cette distance-là? Non, il a fait le 125 à Arikana aussi, puis il a fait un 100 000 à l'automne passé. OK, puis il y avait une expérience des longues distances. Oui. Puis lui, sa course s'est bien passée? Oui. Lui aussi a quand même appris pendant la course. Je pense que globalement, il était content. Il a vraiment eu une belle expérience. Comme côté expérience de course, il était vraiment satisfait, mais je pense qu'il n'a pas fait la performance qu'il voulait. Mais oui, somme toute, il était content. Il a passé une belle journée, il a socialisé avec des gens. Et juste, tu pars toute la journée dans le bois, fait que c'est le fun. Là. Ah ouais, c'est ça. Au final, que ça allait bien ou ça allait mal, t'es quand même dans le fond des bois à Charlevoix. Les points de vue sont beaux, la nature est belle. C'est mieux qu'une journée de semaine de travail en ville, mettons. Oui, c'est ça. Puis lui, dans le fond, il y avait une course de prévue là, en fin de semaine qui vient d'être annulée. OK. Il faisait-tu le backyard? Oui, c'est ça. Oh, ouais. OK, il s'enlignait sur le backyard. Ouais, mais c'est ça, cette semaine, au moment où l'épisode va paraître, ça va faire quelques semaines déjà, mais cette semaine, on a eu l'annulation du Grand-Duc et du backyard qui avait à Rivière-du-Loup. Mais on voit qu'Arikana a réussi à se squeezer dans l'espèce de fenêtre qu'on a eue. Oui, c'est incroyable. J'ai hâte de voir pour les prochaines semaines, mais on a une pensée pour ces organisations-là qui étaient tout prêtes, on s'entend. Oui, c'est de la grosse organisation. C'est tellement du temps, de l'énergie, des ressources que ça doit être assez crève-cœur de devoir annuler une course comme ça. C'est sûr que c'est la bonne chose à faire, mais ça ne doit pas être une décision facile, ni agréable. Exact. Tu le fais parce que c'est les règles. Tu le fais aussi parce que tu veux pas avoir d'éclosion puis être pointé du doigt. Tu veux pas être le bar de karaoké à Québec que tout le monde doit. Tu veux pas être cet événement-là où il y a eu... Mais, on pense à ces gens-là qui organisent ces courses-là, puis c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis Marlène Côté le disait pour Arikana, ça a été son plus gros ultra à vie pour une fille qui a fait des ultras, qui n'a organisé bien des choses. C'est une année qui était particulière. Puis on a eu un super support de l'équipe de bénévoles, l'équipe de l'organisation, puis l'équipe de premiers soins qui t'ont donné des ailes. Oui, vraiment. Merci encore. Mais oui, pour en revenir à l'organisation d'Arikana, sérieusement, c'était... du moins, selon mes yeux, selon mon expérience, c'était parfait de A à Z. J'en reviens même pas à quel point c'était tellement bien organisé. Le travail qu'ils ont dû mettre derrière ça, c'est hallucinant. Et toutes les mesures COVID, il a fallu qu'ils réfléchissent, là. C'est de repenser tout. Et après ça, oui, c'est ça. Tu peux plus en bas dans tes patins pilés, là. Ça m'a vraiment impressionné, pour vrai. Non, puis des fois, je pense que les grosses organisations comme Arikana, ça fait que d'une année à l'autre, tu prends du galon, puis tu sais comment te préparer. Puis là, c'était la 9e édition, fait que tu as 8 éditions derrière la cravate. Là, c'est un peu, on recommence à zéro, puis il faut recommencer les plans. Oui, puis d'autant plus qu'il était la première grosse course qui avait lieu, là, autre des petits événements. C'était beaucoup, beaucoup de pression, puis je trouve qu'ils ont relevé ça à merveille. Non, un gros, on lève notre chapeau à Marlène, à son équipe, puis on pense aux organisations qui ont dû finalement annuler. On croise les doigts encore pour Bromont, puis il reste dans le reste de l'année, mais à suivre. Oui, à suivre. Fait que là, quelques semaines après, tu as décanté un peu. Comment tu te sens? Est-ce que ta perception de ta course a un peu changé ou tu es encore sur ton nuage ou on pense à la prochaine? Non, ma perception de la course a quand même changé. Je dirais que positivement et négativement, j'en ressors vraiment beaucoup de positifs.
Puis j'ai réfléchi à des choses, puis je pense que ça va me faire évoluer là, en tant que coureuse, en tant que personne. Mais oui, c'est certain. Puis on dirait que j'ai tendance à plus oublier ce qui est moins bien allé, puis juste à penser que c'était genre, oh, c'était donc beau, là. Le cerveau est bien fait quand même pour Ouais. oublier. On les sait pas si parties c'est une bonne difficiles, chose là. ou pas, mais effectivement. Fait que non, somme toute, là, somme toute, en ce moment, je guéris ma petite blessure au pied. Que là, je peux pas courir pour un bon petit bout. Ah ouais, ok, t'es arrêté pour un Ouais. bout. Oui, c'est ça, je suis en botte. Ok. Ah ouais, à ce Fait point-là? ouais. Ok, fait que c'est quoi le diagnostic? C'est pas une fracture, mais dans le fond, ben, sans rentrer dans les termes médicaux complexes, là, c'est comme une grosse inflammation au niveau d'un petit os dans le pied avec probablement des atteintes ligamentaires. Ok. Mais l'examen, dans le fond, l'examen que j'ai fait, c'est pas un examen qui... ça nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on sait pas quoi exactement, mais on sait que c'est pas une fracture. Fait que ça, c'est vraiment Ok. Ça, positif. c'est Là, la bonne la nouvelle. réhabilitation va aller plus vite, mais c'est quand même... je me suis pas manquée. Puis je suppose que d'avoir couru dessus, ben ça aide jamais non plus. Non. Fait que finalement, l'erreur que je voulais pas faire, ben je l'ai faite. Mais en même temps, en course, Mais des fois, avec l'adrénaline, il y a des douleurs ben, qu'on c'est ça. sent, qui partent, puis on Ouais. se dit, bon, mais c'était juste Oui. une douleur. Des fois, c'est ça Oui. qui est difficile en trail ou je pense dans n'importe quel sport d'endurance, c'est de voir est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'est une douleur. La douleur, on va en avoir, on le sait. Ça Oui. fait partie du charme de notre sport, Ouais. mais il y a une différence entre la douleur puis la blessure. Oui, ben c'est ça. Honnêtement, je suis bien bonne pour faire ça dans la vie, là, de me convaincre que c'est pas une blessure. Mais je savais que c'était une blessure, mais je voulais pas le savoir. OK. Ouais. Après, juste pour le petit rush de feeling de finir première à la fin, je l'ai pas fait. Ben, c'est ça, exact. Non, puis au moins, c'est C'était pas une belle fracture. expérience. Fait que... Ben, je veux dire, tu veux jamais être blessé, tu veux jamais être arrêté pendant 1 mois et demi. Mais bon, Mais tu bon. gagnes pas à Ricana tous les jours. Fait que... Exactement. Profite-en. Ben, Prends une c'est gorgée de bière. Laisse le Oui. pied se refaire. Puis Oui. l'année prochaine sera une autre saison. Oui. Ouais, est-ce que tu avais d'autres choses au calendrier cet automne? Non, ça tombe super bien. Tu sais, je peux juste prendre ma pause annuelle plus tôt que prévu. Exact. Fait que non, somme toute, ça donne quand même bien. Puis tu sais, je le sentais avant Ricana que j'en avais peut-être un peu trop fait pendant mes vacances au mois d'août. Puis j'avais OK. pas eu assez de repos. Puis je me disais, OK, après Ricana, faudrait que je slack un peu parce que là, mon corps, il... Hmm. Tu sais, des petites choses ici et là, plus que d'habitude. Fait que, ben, c'est ça, mon corps me parle beaucoup. Faut l'écouter. Oui, il faut l'écouter, oui. Parlant de l'entraînement, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton approche de l'entraînement? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as ton propre programme que tu te fais? Est-ce que tu suis un programme ou est-ce que tu es un peu plus... c'est quoi ta philosophie d'entraînement qui t'a mené jusqu'à Arcana finalement? D'avoir du plaisir. D'avoir du plaisir. Oui, vraiment. Moi, j'aime ça courir longtemps. Fait que c'est pas mal ma ligne directrice. Mis à part ça, ben c'est sûr que... Mais dans le fond, moi, je suis encore étudiante. Puis on a quand même des énormes sessions dans le programme que je suis. Fait que tout ce qui est automne-hiver, je cours vraiment pas tant que ça. Fait que je mise beaucoup sur ma période estivale. Pour info, tu étudies en quoi? Je suis au doctorat de premier cycle en chiropratique. En chiropratique, OK. Oui. Ouais. Cool. Donc, c'est ça, je mise beaucoup sur la période estivale. Puis d'ailleurs, le COVID cette année m'a vraiment aidée parce qu'à partir du mois de mars, ben là, je suis revenue à la maison. On avait beaucoup de cours en ligne, moins de cours présentiels, beaucoup moins d'heures. Fait que ça m'a permis de cumuler beaucoup plus de volume plus tôt dans la saison. Fait que dès le mois de mars, j'étais capable de faire des semaines de 100 kilos. Là. Wow, OK. Puis ça va plus au mois de juin, je suis pas un peu capable de faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment donné un boost là, à ce niveau-là, ça c'est sûr. Puis sinon, ben, je périodise quand même mes semaines en termes de volume. Je m'assure de prendre du repos, mais je fais pas vraiment d'intervalle. Je module mes courses, c'est ça, en termes de volume. C'est beau feeling. Oui et non. Tu sais, je sais que, mettons, telle fin de semaine, il faudrait que je fasse une plus longue sortie. Fait que, tu sais, c'est structuré, mais pas tellement. C'est structuré avec une marge de manœuvre? Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai comme un plan que je me dis, ben, tu sais, cette semaine-là, il faudrait que je fasse autour de 100 km. Cette semaine-là, il faudrait que je fasse autour de 80. Celle-là, autour de 120. Tu sais, c'est variable un peu, hein?
Fait que je sais où que je m'en vais pour pas, justement, pour limiter les blessures, pour m'assurer d'avoir assez de repos. Parce que j'ai tendance à en faire trop. J'aime ça. C'est dur, c'est limité quand t'aimes ça. Surtout quand t'as un peu plus de temps. C'est bien, moi, mon problème, c'est la gestion de risque de blessure. Ah oui. De ne pas en faire trop. Fait que Puis c'est comme ça que je me gage. Ouais, je comprends. Puis est-ce que, parce que tu disais que tu avais un bon background de sport de haut niveau, Oui. est-ce que cette expérience-là te sert? Je sais que c'est pas nécessairement en course de trail, mais apprendre à écouter son corps, ou je veux dire, tu dis que tu as un bon background de sport de haut niveau, donc je comprends que tu as un gros background d'entraînement, nécessairement. Oui. Est-ce que ça t'aide dans la planification de tes entraînements? Pour ce qui est de la planification d'entraînement, mon amoureux il est dans ce domaine-là. Fait que c'est sûr que ça m'aide un petit peu avec ça, là, à périodiser de façon intelligente. Mais non, sinon, par rapport à ce que le sport de haut niveau m'a apporté, ben, c'est plus une éthique de travail, je pense. Ça m'a aidé aussi à... Oui, une discipline. C'est sûr que je connais bien mon corps aussi. Je pense que ça m'aide à ce niveau-là. Côté périodisation aussi, c'est sûr que je suis vraiment contente d'avoir l'aide de mon amoureux, mais j'arrive à comprendre puis à ajuster mon plan d'entraînement aussi en fonction de comment je me sens puis comment mon corps se sent. Et oui, je pense que c'est un avantage à ce niveau-là. Ne serait-ce que tout le bagage de gestion d'entraînement, gestion de course, d'avoir confiance en soi. Je pense que l'attitude, surtout en trail, c'est quelque chose de super important. Puis je pense que le bagage de sport de haut niveau, c'est quelque chose qui va vraiment aider à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Je suppose que l'esprit compétitif aussi aide. Tu disais que quand tu t'es fait passer par... quand tu es comme tombé en troisième place, quand la deuxième t'a rattrapé, t'es comme un petit moment où tu as peut-être redonné un petit boost d'essayer de la rattraper à nouveau. En fait, mais c'est drôle parce que je me suis vraiment surprise. Dans les dernières années, depuis que j'ai quitté le sport de haut niveau, je suis vraiment en mode plaisir. Je veux dire, je fais plus d'intervalle, je vise plus la performance, je vise vraiment le plaisir. Mais j'ai quand même un côté compétitif qui est en moi, que je souhaite quand même cacher dans la vie de tous les jours parce que je trouve pas que ça fait ressortir le meilleur de moi. Mais clairement, c'est en moi. C'est quelque part que tu veuilles pas le faire ressortir ou pas, ça reste que je suppose que quand tu es dans une course, tu as un dossard sur toi. Oui, c'est sûr. Quelqu'un qui te dépasse, ça doit ressortir ce côté-là de toi. Ben, quand... tu sais, ça m'a pas vraiment fait ça tant que ça, les autres courses. Mais là, je pense que l'effet d'être dans le podium, ça l'a vraiment refait ressortir. Quand même, pour le dire, j'ai quand même vérifié, fait mes quelques petites recherches. Puis tu avais quand même fait une 5e place à Arikana l'an passé sur le 65, puis une 6e sur le QMT 50. Fait que t'étais pas étrangère à être en avant du pack, mais là, d'être dans les positions de tête, ça doit être un méchant trip aussi. Puis je peux comprendre le petit côté compétitif qui ressort quand on se fait dépasser. Oui. Tu sais, à d'autres niveaux, pour avoir parlé à d'autres coureurs, puis moi, ça m'arrive aussi. Peu importe l'endroit dans le pack, que ce soit pour la 5e ou la 32e place, des fois, ça fait juste une carotte à suivre. Tu sais, quand on fait un marathon, il y a des lapins, puis tu te dis, je vais me coller sur le gars qui est en 3h15, peu importe la distance ou le temps. Ben, ça fait une motivation, puis ça fait quelque chose après quoi à courir. Puis des fois, en trail, quand le corps avance plus, puis les jambes avancent plus, c'est le fun d'avoir une carotte après qui courir, tu sais, que ce soit pour peu importe là, pour laquelle position, tu te dis, si lui il est en train de courir cette montée-là, c'est pas vrai que je vais faire du power hike, puis ça motive. Oui, c'est clair. Pour la motivation, ça, c'est clair. Ben, tu sais, juste le fait d'être entouré en course, je trouve que ça donne un bon coup de pouce souvent. Oui. Est-ce que tu as été entouré, parce que tu parlais des positions avec les autres filles de la course, mais je suppose que tu as croisé des gars, peu importe, je sais pas c'est quoi les positions, à quelle position tu as fini au scratch, mais est-ce que tu as couru des portions avec des gens ou tu as vraiment été comme 20 heures tout seul dans ta tête? J'ai été majoritairement tout seul. J'ai fait le premier kilo peut-être avec quelqu'un que je connais. Juste avant le ravito à la base des Morios, j'ai peut-être fait 500 mètres avec un autre gars. Avant les Gilets bleus, justement, quand la troisième fille qui a fini deuxième, on m'a rattrapé. On a fait peut-être 1,2 kg ensemble. Mais c'est tout. Principalement, c'est un moyen de méditation seul dans les bois. Une retraite. Mais honnêtement, j'aime ça. Je dois dire qu'à la fin, quand je rattrapais les gens du 80, c'était le fun de voir des humains. Surtout, ça peut réveiller aussi, là, rendu là, quand ça fait 20 heures que tu cours, puis
t'as pas dormi la veille, ben on va rester réveillé. Mais non, sinon, pour vrai, j'aime ça être tout seul en course. Autant en entraînement, j'adore être entourée de mon amoureux ou des fois avec des amis en course. Je suis pas tant bavarde dans la vie, puis surtout pas en course. Fait que j'aime ça être tout seul. Ah, puis je suppose aussi, surtout quand tu vas avoir des douleurs ou des pépins, quand tu as des gens avec qui parler, ça les fait peut-être oublier à court terme, mais des fois, ça prend la petite voix intérieure qui se dit non, là, tu continues, tu vas pas devant l'autre. Puis ça fait pas si mal que ça, continue. Oui. Oui. Exactement. Puis parle-moi, tu parlais un peu de la veille que tu n'as pas dormi, c'était particulier. Moi aussi, c'était ma première expérience de partir une course à 2 heures du matin. Puis j'ai entendu toutes sortes de techniques. J'ai parlé à des gens qui avaient fait la course avant, tu sais, des amis qui l'avaient fait d'autres années. Puis ça a été quoi ton approche? Puis ton chum qui avait déjà fait le 125 que tu disais, qui avait un peu ce bagage-là, cette expérience-là. Comment tu l'as vécu, de se lever aussi tard ou tôt? On ne sait pas rendu à cette heure-là. Puis tu sais, je rappelle que le départ est à 2 heures du matin. Il se rendre à la ZEC des Martres, fait qu'on ne peut pas se lever trop tard. Non, notre stratégie a été de faire une sieste en après-midi. OK. Ça n'a pas été concluant. Puis après ça, de souper, on a soupé, il était peut-être 6h, 6h30, puis on s'est recouché après, ce qui n'a pas été concluant. Mais c'est fidèle à moi-même. Quand il faut que je sois sous pression pour dormir, ça ne marche pas. C'est la pire chose. Fait que j'ai peut-être somnolé un petit peu là, avant que le cadran se lève vers 11h. Mais j'étais super réveillée. Tu sais, quand on dirait que tu sens déjà un peu l'adrénaline. L'effervescence. La soif, oui, c'est ça. Fait que c'était pas problématique. Là. J'avais pas l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Non, c'est ça. Non. Je sais pas, toi, comment t'as vécu ça? C'était particulier. Tu sais, moi, j'étais dans un chalet avec ma famille, puis j'étais comme tout seul dans ce mode-là. Fait que non, ça s'est bien passé. Moi, j'ai opté pour la sieste en arrivant au chalet là-bas, qui n'a pas été trop concluante. Le souper tôt, puis la tentative de sommeil entre 8 et minuit. Mais je pense que, tu sais, j'ai lu beaucoup pour me préparer. Tu sais, depuis longtemps, j'aime ça. Quand je m'intéresse à quelque chose, moi, je lis des livres. Puis tu sais, ce que je voyais souvent, c'est que oui, la veille de la course, le sommeil est important, mais c'est plus la semaine avant, c'est plus les 2 semaines avant. C'est dans ton build-up de taper, les 2 semaines avant, d'essayer de dormir un peu plus, de se coucher à des heures qui se peuvent, puis ça fait une différence, puis rendu le jour de la course, puis c'est pas si pire d'être en carence de sommeil. Puis moi, je partais avec le mindset de 125, c'est mon tremplin vers éventuellement le 100 miles. Fait que je dorme un peu ou pas la veille, il faut que je sois prêt à pas dormir pendant des 24 heures et plus. Fait que tu sais, là, j'ai fait une course d'un peu moins de 22 heures, plus le manque de sommeil. C'est pas si pire quand tu aspires à faire des courses qui vont en prendre 30 ou plus. Je partais avec ce mindset-là, fait que ça faisait comme excuser le manque de sommeil, puis ça me confortait de me dire « Bah, je suis en train de me préparer pour la prochaine longue course. » Mais c'est vrai, c'est vraiment une bonne... J'avais pas pensé à cet effet-là, mais moi aussi, je veux éventuellement faire des 100 miles. Je vais garder ça en tête. Voilà. Non, puis c'est ça. Puis moi, un de mes meilleurs souvenirs de l'année passée, tu parlais tantôt du réveil et tout ça, puis de l'effervescence. Puis un de mes meilleurs souvenirs d'Aricanel l'an passé, c'est que j'étais dans un chalet avec 3 gars qui faisaient le 125. Moi, j'étais sur le 65, fait que je me levais à 1h potable. Puis je me rappelle, tu somnoles un peu sur le divan, puis à minuit, les cadrans sonnent. Puis là, t'as 3 gars bien craqués, il est minuit, puis ça se fait des tours sur le bord de pinot, puis c'est comme en mode, c'est le matin de Noël, puis il est 7h du matin, mais non, il est minuit, tout est un peu mêlé dans ton sommeil, puis t'as ces gars-là qui sont bien craqués, qui s'en vont faire le 125, puis qui sont en mode, on déjeune à minuit, puis c'est un de mes meilleurs souvenirs d'Aricanel l'an passé, de juste être témoin de ça, puis de me dire, l'an prochain, j'aimerais ça être dans ce mode-là, finalement. On dirait que tu le racontes, puis genre, mais c'est malade! Ah oui, puis tu sais, parce que j'aime ça avec le podcast, le balado, de parler avec des gens de trail, puis parler de course en sentier, puis c'est ce qui me passionne le plus, fait que de le partager, c'est trippant. Mais c'est aussi d'essayer de faire rentrer le monde dans notre mood, dans notre bulle, parce que on n'est pas beaucoup à faire ça. Puis même si, tu sais, moi j'ai plein d'amis, des triathlètes, des gens qui font de la course, des marathons sub 3 heures, sub 2h45, des solides coureurs, coureuses, mais c'est pas le même mot du tout. Non. Puis c'est dur de les faire rentrer dans cette espèce de bulle-là, mais pourquoi les départs à cette heure-là? Puis pourquoi courir la nuit? Pourquoi partir en plein milieu de la nuit? Pourquoi vous partez pas le matin? Puis écoute, ça fait partie du charme, puis ça fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi la décision derrière le départ à 2h du matin, mais ça fait que tes premières places arrivent, tu sais,
dans les gars, c'est fin d'après-midi. Côté féminin, c'est début de soirée, mais tu arrives à des heures qui se peuvent plutôt que des fois des ultras qui partent à d'autres drôles d'heures, puis que le gagnant il arrive au fil d'arrivée, il est 3 heures du matin, il y a un directeur de course dans son sleeping bag qui l'attend, puis il y a comme une effervescence de plus quand même. Là. Oui, absolument. Il va bien avoir une raison derrière ça, mais moi, ça me rend très heureuse parce que la course la nuit, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avant ça, mais j'ai trouvé ça magique. Ah oui, est-ce que tu t'étais préparé dans Vraiment. l'été de mettre la frontale, d'aller faire une coupe de run de nuit ou comment tu l'avais préparé? Quand j'ai fait 4 km au mois de juillet, je me suis organisée pour partir vraiment tôt le matin là, pour avoir une expérience de nuit. L'été passé aussi, j'avais fait une course pour aller voir le lever du soleil. Fait que je m'étais levée plus tôt pour avoir une expérience de nuit. Mais sinon, non, c'est tout ce que j'avais comme expérience. J'ai tellement aimé ça. Ça a comme été un baptême direct à Ricana. Oui, je veux dire, je savais à quoi m'attendre un peu. Mais je trouve qu'en plus, en course, c'est vraiment différent quand tu le fais pour le plaisir. C'est pas trop grave, là. On dirait que je me sentais tellement dans ma bulle, puis il faisait tellement beau. Tu sais, on est parti avec les étoiles, la lune. C'était assez fou. J'étais dans un petit groupe de peloton dans la portion au début, avant qu'on rentre dans le bois. Puis à un moment donné, il y a un gars qui dit on ferme-tu nos lampes frontales? On l'a fermé pendant 30 secondes, tu regardes, puis c'est complètement fou, tu sais. Puis moi, je serais curieux d'aller recourir à cette portion-là. Tu sais, jusqu'au Morehouse, moi, j'ai fermé la lampe peut-être, je sais pas moi, 30 minutes avant les Morehouse. Puis toute cette portion-là, ça avait l'air magnifique, les sommets qu'on faisait. C'est un coin que j'avais jamais été. Puis tu arrives au sommet d'une montagne chauve, tu sais, qu'il n'y a pas un arbre, tu es dans les roches. Ça ressemble un peu au White Mountain quand tu arrives en haut de Jefferson. Puis c'est juste des Inukchuk, puis tu te promènes d'un à l'autre. Puis tu te dis, la vue doit être exceptionnelle, mais là, tu es dans le noir, puis tu vois 2 mètres devant toi. Mais c'est tellement beau. Moi, c'est pour de vrai, le Mont du Four et du lac à l'Empêche, c'est un de mes endroits favoris de la vie, je pense. Je trouve ça magnifique. C'est fou de voir que c'est vraiment proche d'ici. C'est beau. Tu tournes, tu vois les choses, tu tournes, tu vois complètement autre chose. Il y a de la mousse partout. Moi, je trouve vraiment ça, la mousse, comme la mousse des forêts. Oh, oui. Je trouve ça beau. Il y en a toutes les couleurs. T'es comme, hey, c'est chez nous, là. Ouais, c'est ça, c'est à côté. Puis c'est vraiment un must à faire de jour. C'est magnifique. Hein. Bon, ben, je vais le mettre sur ma liste. J'irai au Mont du Four, absolument. la Calampeche, avec des marques. Avec les couleurs, ça doit être hallucinant. Fait que tu parlais qui était allé dans ce coin-là souvent. C'est quoi tes endroits de prédilection pour courir? Je suppose que tu as eu des longues sorties de trail cet été. C'est quoi tes top spots? Je vais beaucoup au Mont-Sainte-Anne. OK. Ça se fait super bien à partir de chez moi. Puis tu peux courir vraiment beaucoup sans jamais repasser tant que ça aux mêmes endroits. Fait que je te dirais, dans la région ici, c'est vraiment ça. Sinon, on se promène pas mal, je dirais, comme quand je veux dire, c'est nos activités de faire ça la fin de semaine, mon amoureux et moi. Fait que souvent, on part en camping un peu n'importe où. On s'assure qu'il y a des montagnes autour, du bois autour. Puis on court. Fait qu'on on s'est beaucoup promené cet été quand même. Mais d'habitude, c'est le Mont-Sainte-Anne aussi, non? Ouais. Une belle façon de faire du dénivelé rapidement. À Québec, dans les options de faire du vertical ou du dénivelé efficace, des fois, quand tu veux cumuler rapidement une hauteur X, ben, le Mont-Sainte-Anne, c'est quasiment 700 mètres à chaque montée. Fait que c'est sympathique. Oui, puis tu sais, tu as vraiment beaucoup de variétés au Mont-Sainte-Anne, ce qui est vraiment intéressant. Ah, c'est ça, tu as du technique. Moi, j'aime bien le sentier des pionniers. Tu sais, pour monter, descendre, c'est super technique. Puis, si tu te sens pas dans un centre de ski, parce que c'est le fun d'aller faire, tu sais, des fois, je vais au relais aussi quand je veux faire du Hills Repeat, puis tout. Puis, dans les tracks de ski, c'est correct, mais ça reste que de monter les pionniers, c'est vraiment trippant, puis tu peux vraiment être en mode power hike, style Morehouse, tu sais, c'est ce genre de montée-là. Puis après ça, ben, si tu veux juste descendre puis dérouler les jambes, ben, tu pognes la pichard puis tu te laisses aller. C'est une belle opportunité de changer. C'est vraiment un beau terrain de jeu qu'on a. Puis sinon, ben, Charlevoix, qu'on a tout proche aussi, c'est vraiment un endroit qu'on aime. Justement, Mont-du-Lac à l'Empêche, du Four. La boucle des Morehouse, c'est magnifique. Ouais. C'est comme il y a une boucle de 27 kilos là, que tu peux faire, tu peux vraiment t'amuser. Puis ce qu'on a fait ici cet été, on est parti c'est ça, de la ZEC des Marques, dans le fond du début du 125, on est allé faire le Morehouse, puis on est revenu. Fait que, tu peux tellement t'amuser. Il y a tellement des belles choses à faire. On manque vraiment pas de choix. Non, c'est ça. On est gâtés quand même ici. Oui. On est bien entourés. Oui. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont pas très loin de nous. Fait que c'est vraiment le fun.
Fait que tu parlais que tu aspirais toi aussi vers le 100 miles. C'est quoi tes les prochaines étapes ou c'est quoi tes courses bucket list ou c'est quoi le plan de match pour Catherine post-Arikana? Le plan de match, Catherine post-Arikana, est de finir mon université. OK. Oui, dans le fond, je suis rendue en 4e année sur un programme de 5 ans. Puis les 2 dernières années, on est à l'internat. Donc, on a des patients. Vraiment cool. Mais on a des journées cliniques à signer aussi, puis on n'a pas vraiment beaucoup de vacances à prendre. Ce qui fait que mon choix de course va quand même être limité beaucoup par ça la prochaine année, disons les 2 prochaines années. Fait que je vais courir comme je peux. Mais je te dirais que mon objectif, c'est vraiment d'être la meilleure chiropraticienne que je peux être quand je vais graduer, tout en courant le plus que je peux. Puis justement, j'aimerais ça quand même faire des belles courses l'été prochain. C'est le plan de retourner à Arikana? Si j'arrive à pouvoir prendre ma journée, oui, ça serait vraiment le plan. Arikana, j'adore cette course-là, je la referai tout le temps. Là, surtout que j'ai un titre à défendre. Ben, c'est ça, exactement. Je voulais pas le dire de mettre de pression, mais c'est quand même le cas. Oui, c'est le cas. Oui, c'est sûr qu'idéalement, je voudrais vraiment faire Arikana. Fait que je te dirais que ça serait ma priorité pour l'été prochain, probablement. Je voudrais faire aussi le Méga Trail. Ouais. Dans le fond, mon inscription avait été mise pour l'an prochain. Puis sinon, je sais pas. C'est quand même assez un peu incertain, là, la quantité de courses que je vais pouvoir faire. Dans le monde idéal, j'aurais voulu faire un 160 au début de l'été, mais je sais pas si ça va être réaliste à ce moment-là. Puis on sait pas trop non plus c'est quoi les courses. Non, ça va être quoi le contexte? Qui vont avoir lieu. Puis même 160 dans la région, ou du moins dans le coin au Québec. Ben, puis en début d'été, tu as l'affaire. Gaspésia, puis c'est tout. Tu sais, je pense Oui, que, à moins que je c'est me ça. trompe, là, écrivez-moi si je me trompe, mais maintenant, au Québec, il y a juste Gaspésia puis Bromont C'est ça. dans les options de 160. Fait que c'est quand même assez limité. Fait que, en étant vraiment très limité par le temps que je peux prendre pour me déplacer, je peux pas trop me faire d'accroire que ça va pouvoir le faire. Fait que je pense que ça va être beaucoup d'apprécier la course, courir autant que je peux, faire les courses que je peux, puis avoir autant de plaisir possible. C'est cool. J'aime ta philosophie de juste courir. Ça fait du bien. Fait qu'après ça, si on peut le faire en mode compétition, c'est cool, mais de le faire pour le plaisir puis de s'entraîner. Puis je pense que c'est la clé dans notre sport. Puis je n'ai parlé, j'en parlais avec Kélia, avec tout le monde avec qui t'en parles dans notre sport, il faut prendre du plaisir dans l'entraînement parce que c'est majoritairement ce qu'on fait. 2020 encore plus, mais tu peux pas ne courir que pour faire des courses parce que on a réussi à en faire 3, 4 dans une bonne année, une année COVID. Non, c'est ça. On est juste Mais d'ailleurs, ça me fait penser, tantôt tu me demandais ce que le sport de haut niveau m'a apporté. Je trouve que pour moi, j'étais vraiment axée beaucoup sur la performance, puis le plaisir, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup manqué dans les dernières années, quelque chose que j'ai mis trop de côté, en fait, que j'aurais pas dû mettre autant de côté, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir justement sur les choses qui étaient importantes pour moi. Puis c'est sûrement la plus grande leçon que j'en ai tirée, c'est d'avoir du plaisir. C'est important. Ça facilite les sorties d'entraînement, puis quand on est capable d'avoir du plaisir au quotidien à s'entraîner, ben après ça fait que dans une année comme cette année où les événements sont à peu près tout annulés, ben on continue de faire notre sport et avoir du plaisir quand même. C'est plate de ne pas avoir de course ou d'en avoir beaucoup moins, mais au final, on a encore nos 2 jambes, puis on a encore le droit de sortir courir dans le bois. Puis tu sais, il n'y a rien qui nous empêche de se faire des défis personnels. On a vu cet été les gens devenir très, très créatifs en termes de défis personnels, un peu de tout le monde, de tout bord, de tout côté, ça partait avril, mai, juin, puis c'était le fun d'avoir allé. Autant des gens qui tentent des FKT que juste des défis personnels de faut que je cours un nombre d'heures X, faut que je fasse telle boucle le nombre de fois X, puis juste de voir les gens se lancer des défis, tu te rends compte que pour te dépasser, tu n'as pas besoin d'un dossard. Non, c'est ça, exactement. Exactement, tu as tout à fait raison. Puis des fois, des courses, ça impose aussi un petit cadre. Ce qui est vraiment bien, mais des fois, c'est le fun de sortir du cadre puis d'aller faire des choses qui, toi, te tentent puis qui vont vraiment te motiver. Je trouve que c'est une belle façon d'être créatif aussi dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux faire, d'explorer des limites que tu connais moins un peu. Exact. Puis on a vu vraiment des belles choses cet été, c'est fou. Ah oui, c'était inspirant de voir ça, puis ça donnait le goût de tout essayer, puis il fallait pas, on s'entend, mais de voir tout le monde, je pense que ça a donné du jus pour si on a un automne, un hiver, encore un printemps l'an prochain où on a moins d'opportunités de mettre un dossard, ben on pourra s'inspirer dans le bucket de bonnes idées. Oui, on manquera pas. Exactement.
Hey, avant de terminer, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter d'autres épisodes, mais j'ai toujours mes questions éclairs. Oui, vas-y. Voilà, puis j'ai pas eu l'occasion souvent de les montrer à la caméra. Donc, je t'explique le concept. C'est simple, c'est des questions A ou B. Il y en a 10. Tu tentes de répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT masculin appartient à Elliot Cardin en 27 secondes. Le FKT féminin a été battu, puis là, tu le sais en exclusivité parce que l'épisode n'est pas encore paru, mais Marie-Ève Pelland a fait un 25 secondes. Donc, le FKT est quand même rapide. Fait que c'est tout simple. 10 questions, A ou B. Tu réponds le mieux que tu peux. Fait que tu me dis quand tu es prête. Bon. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Monter la montagne ou descendre la montagne? Descendre. Courir à moins 30 ou à plus 30? Moins 30. Longue distance ou courte distance? Longue. La question est claire, NAC, saveur érable et noix ou mocha noisette? J'adore la philosophie de NAC, mais j'adhère pas à manger les grillons. Je suis contre c'est correct, pas de réponse. Animal. Sentier roulant ou sentier technique? Technique. Mont des Moria ou Montagne Noire? Marios. Sucré ou salé? Sucré. Arikana ou Québec Mégatrail? Arikana. S'entraîner seul ou en groupe? Les deux. Allons-y pour les deux. On a 39 secondes. Puis sachant que je t'ai posé une question où il n'y avait pas de bonne réponse, ben... Il y avait une question piège! Il y avait une question piège que je ne savais pas, mais écoute, je tentais de faire mes recherches, mais en même temps, j'aime mieux découvrir mes invités en discutant avec eux plutôt que de faire mes recherches, quoique je pense que tu n'as pas de page Wikipédia, fait que... Non, je suis pas donc, encore rendue là. t'es végane? Je suis végétarienne. OK. Ouais. J'ai une approche végane, mais je suis pas végane. Non, je suis pas végane. Pas complètement. Non, je mange quand même des produits laitiers, malheureusement. Il faut ce qu'il faut. Je suis un peu dans la même situation. Ouais. Puis, mettons, je trouve ça intéressant parce qu'on parle pas assez de nutrition, on n'en parle pas souvent, puis il y a beaucoup d'athlètes qui sont végétariens, véganes. Il y a un excellent livre de Scott Jurek, puis ceux qui veulent le lire, il est super intéressant de voir comment un athlète de ce niveau-là peut atteindre des performances comme ça, puis un peu démentir le classique de « pour bien performer, il faut manger de la viande rouge ». Non, pas tout à fait. Tu dois gagner 7 Western States en mangeant des plantes. Ça se passe bien. Comment, c'est quoi ton menu d'avant-course? C'est quoi qu'est-ce que tu consommes pendant la course? Pendant la course, beaucoup des gels, des bords. J'aime vraiment beaucoup les produits de l'érable. OK. Brix ou... Oui, tout ce qui est érable. J'essaye de varier. Là. J'aime beaucoup les Recarb aussi. J'aime beaucoup leur format. J'aime aussi que des fois, il y a différentes saveurs. Changer un peu pendant 20 heures. Changer le mal de place. Oui, c'est ça. Ou sinon, pour ce qui est un peu plus solide, je suis quand même une grande fan de fromage en grains pendant les courses. Ah ouais, pendant les courses? Oui, vraiment. D'ailleurs, cette année, il n'y en avait pas, puis j'en ai apporté. Ah ouais, OK. C'est la première fois que j'entends ça, fromage en grains pendant les courses. Oui, écoute, j'ai des cravings, là, c'est bizarre, mais... Avec ceux qui écoutent, si vous voulez la recette secrète derrière la première place de Ricana, les crottes de fromage. Le fromage en crotte, non? Oui, le fromage en crotte. Ça fait des miracles. Ah, c'est cool, ça. Ou sinon, les patates. Oui? Oui, les petites patates, j'en ai mangé à toutes les ravitaux, je pense. J'aime beaucoup les petits roulés aussi à Ricana, les pains pita. Fait que j'essaie de varier pour pas me banner. J'ai compris que tu as plus une stratégie de te nourrir au ravito. Tu traînais-tu un peu de choses sur toi? Ou, Oui, j'ai apporté beaucoup de gel, beaucoup de beurre, parce qu'au ravito, en fait, je mangeais pas tant que ça. Là. 3 petites patates, puis genre un quartier de ronge. Mais je trouve que c'est des aliments qui font du bien, vraiment, parce que les gels, je veux dire, ça goûte bon au goût, mais à un moment donné, c'est le fun de manger des vrais aliments. Puis ça, j'aime ça, mais c'est moins portable un petit peu. Non, effectivement. Mais les patates, ça se traîne. Là. Mettons, en entraînement, on entraîne, mais quand il y en a au ravito, je ne fais pas par exprès pour en apporter dans mon sac. Ben non, c'est ça. Puis, repas d'avant-course, ça ressemble à quoi de ton côté? C'est tout le temps la même chose. C'est vraiment pas original. Du spag, sauce tomate. Vraiment très simple. Si ça marche. Ben oui, ça marche. Puis pour vrai, c'est pas compliqué à cuisiner la veille. Ça prend 3 secondes. C'est pas difficile à digérer.
ça le fait. C'est parfait. Voilà. Mais quand on trouve une recette qui fonctionne, des fois, il ne faut pas essayer de trop changer. On sait que dans un ultra, des fois, c'est la digestion qui fait la différence, qui peut mener à un abandon et tout ça. Fait que quand on trouve la recette secrète qui fonctionne pour soi-même, on est mieux de répéter les vieilles recettes. Ça n'a jamais tué personne. Absolument. Ah, ben c'est cool. C'est super intéressant. Merci d'avoir pris le temps. Ben, ça fait plaisir. Je suis vraiment honorée d'avoir été là aujourd'hui. Je reviens pas encore. Ah, ben écoute, ça fait partie de gagner une course et d'avoir des gens qui te pokent pour enregistrer des podcasts. Faut que tu t'habitues. Faut que je m'habitue. Ouais. Mais encore félicitations, c'était vraiment le fun d'avoir ton opinion puis d'avoir un peu comment toute cette course-là s'est déroulée pour toi puis de l'entendre de la personne qui l'a vécu, rien de plus intéressant. Puis de voir que tu as surmonté les pépins pour après ça aller chercher la première place, c'est vraiment très inspirant. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Ben, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. C'était vraiment une agréable jasette. Super. On aura l'occasion, quand toute cette COVID-là sera terminée, de se croiser à une course, de faire un vrai cheers. Ben oui, mais cheers à toi. Cheers! Hey, mais félicitations à toi aussi. Pour vrai, on a parlé de moi tout le long, mais tu as fini la course à Arikana. Tu l'as bien fini. Alors, toutes mes félicitations. Merci à toi, c'est gentil. C'est vraiment une belle course, puis ça donne juste le goût de pousser plus loin. T'sais, on pense à chaque fois qu'on fait une plus longue distance de se dire peut-être que c'est ça où je vais pogner mon Waterloo, puis ça va être ça ma distance maximale, mais quand ça se passe pas trop mal, on a juste le goût d'aller explorer d'autres zones. Hein? Oui, l'humain est capable de grandes choses. Et voilà. En terminant, j'aimerais remercier mes habituels remerciements. En fait, David Hébert qui signe toute la signature graphique du podcast, Fred Desroches qui signe le thème musical. Merci à toi, Catherine, de t'être prêtée au jeu, d'être venue, écoute, à distance, d'avoir pris une bière, d'avoir jasé de ton expérience de course. Puis, bon rétablissement pour ton pied. Merci, c'est gentil. Fait que merci à tout le monde qui nous écoute. Puis restez à l'affût pour le 7e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.